Ce soir, nous parlerons médecine, parce qu'on dit non aussi en médecine, et j'ai le plaisir, l'infini plaisir et l'insigne honneur de recevoir mon maître, Monsieur Didier Sicard, que va vous présenter Léa. Je vous propose d'applaudir Didier Sicard. Et nous allons nous asseoir. Voilà, ici. Voilà, Didier Sicard, bonsoir. Je passe tout de suite la parole à Léa qui va vous poser ses premières questions, puisque, comme à notre habitude, c'est une jeune fille ou un jeune homme qui est maintenant préposé aux toutes premières questions. Bonsoir, Monsieur Sicard. Je vais commencer par vous présenter pour le public. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir. Vous avez présidé le Comité consultatif national d'éthique de 1999 à 2008. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Descartes. Vous avez été le chef de service de médecine interne à l'hôpital Cochin de Paris. En juillet 2012, vous avez été chargé par le président de la République François Hollande de coordonner une commission chargée de réfléchir sur les modalités d'assistance au décès pour les personnes en fin de vie. Vous avez remis ce rapport en décembre 2012. Depuis, vous vous consacrez à de nombreuses choses dont vous allez nous parler par la suite. J'aimerais signaler au public à quel point les conférences se répondent les unes aux autres, puisque M. Sicard a donc été le président du Comité consultatif national d'éthique, il en est encore le président d'honneur, et ce comité consultatif est assez nouveau. Il a été créé en 1983 par décret du président Mitterrand en réponse à la fécondation du premier bébé in vitro, Amandine, dont le créateur est le biologiste Jacques Testard, qui s'exprimera demain soir. Concernant vos fonctions en tant que président de ce comité, j'ai une question, parce que votre mission me semble très belle et me semble très lourde, et je me demande comment un homme, comment même un ensemble d'hommes peuvent aider la société à prendre des décisions concernant des thèmes comme l'assistance médicale à la procréation, la notion de consentement, l'euthanasie, les conditions des dons d'organes, qui font poser à chacun d'entre nous des questions, qui ont pour chacun d'entre nous des implications importantes, et c'est vous qui nous aidez à trouver la réponse. Comment ? Comment avez-vous pu faire en sorte de n'oublier aucune voix ? Comment arriver à créer une unanimité dans une structure humaine où les hommes et les femmes se déchirent sur des positions contradictoires, adverses, peut-être simplement par la liberté. J'ai eu la chance, entre 1999 et 2008, de travailler avec des hommes et des femmes libres et dont la capacité d'imaginer, la capacité d'intelligence faisait que mon rôle était plus celui d'un chasseur de mots, un entomologiste, c'est-à-dire de saisir dans la parole de chacun comment monter un train qui avance. Il n'y a rien de pire que le désordre, et que la pensée, quand elle est en situation chaotique, n'arrive jamais à sortir de ce tourbillon, de ce chaos. Et ce qui est très étrange, et ce qui pourrait être ce soir, si vous étiez le Comité national d'éthique, la même chose, c'est-à-dire comment des hommes et des femmes de bonne volonté, qui abandonnent au vestiaire leurs armes, leurs convictions, leurs certitudes, leurs croyances, sont capables d'élever l'humanité et par leur écoute mutuelle. Et je n'ai jamais vu dans ma vie une telle capacité humaine. C'est pour ça que d'ailleurs je suis très optimiste sur l'humanité, quand elle est capable d'écouter l'autre et que chacun est en situation de réceptivité. Les porteurs de convictions absolues, c'est ainsi, perdent tout crédit. Et seuls ceux qui cherchent, ceux qui sont dans le chemin tortueux, et le président est celui qui est capable d'identifier
dans ce chemin tortueux les paroles qui vont constituer une réponse collective. Et c'est pour ça que je pense que cette structure, dont la France a été la créatrice, car c'était le premier comité au monde, est capable, dans des situations où personne n'y comprend plus rien, où on ne sait pas très bien si les femmes peuvent accoucher à 65 ans de quadruplé, ou bien recevoir un foie de babouin, ou je ne sais pas, toutes les questions, quelquefois, qui n'ont pas forcément un grand intérêt, mais qui laissent perplexe l'humanité. J'ai eu le sentiment de découvrir la capacité d'une humanité pour trouver, non pas le chemin radieux, mais au moins un chemin. Oui, par ailleurs, j'ajoute que c'est la deuxième fois que vous venez au Lazaret, puisque vous êtes déjà venu en 2009, précisément sur la thématique de l'exigence éthique. S'y trouvait présent également Corinne Pelluchon, philosophe, Jean-Michel Beignet, qui est là, qui interviendra à la fin de cette semaine, et Jean-Claude Amezen, qui intervient sur les ondes de France Inter assez régulièrement. Et donc, ce n'est pas d'éthique, précisément, que nous allons parler ce soir. C'est d'un tout autre champ de réflexion. C'est de la responsabilité de dire non et de l'irresponsabilité de dire oui à un malade. Donc, vous allez certainement expliciter ce oui et ce non et préciser un petit peu la position, alors là, oui, pour le coup, de l'ex-président du comité d'éthique et de l'actuel rapporteur, ou du moins responsable, coordinateur de cette proposition sur la fin de vie, sur l'accompagnement de la fin de vie. C'est ce que j'attends, bien sûr, ce que vous portez en tant qu'homme, bien évidemment, à titre personnel. Si tu veux bien, Léa, on va laisser le public savourer cette intervention. Je vous remets votre micro en place. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle soirée. Alain Finkielkraut, hier soir, disait que la modernité, c'est l'accumulation des noms. J'ai le sentiment que la modernité en médecine, c'est plutôt l'accumulation des oui, parce que le salut du corps est, là encore, je cite Alain Finkielkraut, et je partage tout à fait son sentiment, le salut du corps dans notre société, dans la plupart des sociétés contemporaines, a fini par surpasser, s'est substitué au salut de l'âme. C'est comme si le salut de l'âme, la transcendance, ça faisait partie du passé archaïque, et que désormais un être humain devait avoir un corps sain, un corps immortel, voire qui vive 1000 ans. Et donc, dire non, pour un médecin, à la demande d'un malade, peut apparaître comme effectivement inéthique. Et pourtant, la médecine dit non à la mort, quelquefois d'ailleurs de façon un peu excessive. La France est un des pays d'Europe où l'acharnement thérapeutique demeure, malgré les articles de la loi qui s'y opposent. Alors, ce que j'appelle les drones, vous savez, les espèces d'avions sans pilote qui vont faire la guerre, mais la médecine a fini par confier aux drones les images du corps transmises par les divers procédés d'imagerie contemporaine, mais elle va chercher aussi, avec la médecine génétique, l'absence ou la présence d'un gène dont les journaux peuvent parler, ou l'accumulation d'éléments chiffrés de tel ou tel chiffre du corps. Tout cela constitue peu à peu, et c'est très étrange, je l'aurais vu de mes propres yeux, avec ma longue carrière de médecin, une revendication, une mise en demeure
de la médecine d'avoir à en ouvrir l'accès, sans limite. Parce que le progrès scientifique, même si on peut porter quelquefois des doutes sur son caractère vertical, il a quelquefois des aspects un petit peu plus horizontaux, est à l'origine du fait que la médecine n'est plus une expertise qui répond le mieux possible à l'exploration, au soulagement d'une souffrance, à la guérison d'une maladie. Elle est devenue un service pour détourner le destin. Il lui faut désormais prédire, avant l'ouragan, être une météo et non pas un parapluie. D'où, au même titre que la prévision climatique qui, sur nos iPhones, nous prévient, sauf à Ajaccio où heureusement le soleil est rarement absent, la consultation permanente des paramètres qui, par leur changement incessant, leur variété infinie et leur spectre sans fin, justifient leur mise à jour permanente. C'est un lieu commun de parler des iPhone 3, 4, 5, 6, plus 7, et on attend le 8, le 9, et tous les adolescents de 15 ans se précipiteront la nuit précédant la sortie du 8 pour accéder à ce nouvel appareil. Et on voit très très bien que Google est en train d'investir de façon massive en centaines de milliards de dollars dans les objets connectés, car ils vont rendre obsolète l'objet connecté de 2016 pour que les gens achètent l'objet connecté 2008. Objet connecté, c'est quoi? C'est les bracelets, c'est tous ceux qui éventuellement identifient, même éventuellement sans prise de sang, progressivement, vos chiffres de sucre dans le sang, de maladie du foie, maladie du rein, etc. Et cette expertise technique, qui peut parfaitement être utile dans ce salon de situation, a envoyé par le fond l'expertise clinique du corps, que là encore, j'aurais vu disparaître comme un sucre mouillé durant ma vie professionnelle, en la rendant totalement obsolète. Obsolète comme d'ailleurs la parole du malade. Un de mes maîtres disait écoutez le malade, il vous donne, il vous offre avec générosité le diagnostic. Le corps et la parole. Bien sûr, on dira mais non, mais je continue à me plaindre. Oui, mais c'est avec distraction que la médecine écoute, parce qu'elle sait que la seule expertise valable, ce sera l'expertise technique. Parce que il est très difficile d'évaluer sur le plan monétaire l'écoute d'une parole, l'écoute d'une angoisse, la main sur un ventre, la palpation, l'écoute d'un cœur, l'écoute d'un poumon, même si on est perdu dans le désert, avec ses mains, ses yeux et ses oreilles, on peut être un médecin. Et désormais, les jeunes étudiants sont incapables, parce qu'ils n'ont plus de maître pour apprendre à palper. Il faut des milliers de malades pour savoir ce qu'est un ventre qui va être chirurgical et un ventre qui va s'arranger dans les quelques minutes ou les quelques heures qui suivent. Je pense que la médecine est une activité, dans son aspect traditionnel, est une activité artisanale disparue, comme les poètes disparus, au profit du cercle des biotechnologies. Alors, disparus comme ont disparu le forgeron, la dentelière, le bourrelier. Bon, la vie ne change pas parce que ces métiers ont disparu. Seule, effectivement, la technique, par son caractère monnayable, est évaluable. Et c'est la seule qui va pouvoir va rentrer dans les paramètres. La médecine s'exerce donc à front renversé. Il lui faut désormais répondre non pas à une souffrance, mais au choix de la meilleure mise en œuvre d'un arsenal technologique. Car la validité de la prescription, qu'elle soit biologique, de l'image, donc de la prise en charge financière, va dépendre de son jugement. Et elle est donc devenue une activité d'autorisation économique, une activité de tampon, une activité de guichet. Le tampon d'ailleurs qui fait que, au fond, la rémunération
d'un médecin qui réfléchit n'est pas à la hauteur de ce que son discernement peut apporter. Alors que le moindre technique coûtera une fortune dans une indifférence totale. D'autant plus prégnant que la culture populaire, notre culture, influencée à son insu par un marché florissant, encourage cette demande en proposant sans cesse de nouvelles indications. Peu à peu, on ne parle plus de « j'ai mal au ventre », mais on dit « mon échographie », on ne dit plus « j'ai mal à la tête », mais on dira « mon scanner », on dira mon IRM, si on a un peu mal dans le dos. La recherche, on est un peu fatigué, la médecine proposera de chercher un anticorps qui ne sert à rien, mais qui porte un nom magnifique, Epstein-Barr, ça coûte très cher à faire, mais c'est peut-être ce virus qui explique ma fatigue, alors que manifestement, il n'y a aucune relation de cause à effet, mais le marché est toujours là pour vous dire, ce virus doit être regardé. La mise en jeu ou en scène d'un gène qui sont venus des revendications banalisées, qui ont en surplomb, en guise de légitimité, ce fameux principe de précaution inscrit dans la Constitution, mais qui est dévoyé dans son principe, dans la mesure où il est un principe individualisé qui n'a rien à voir avec le principe concernant l'environnement. Au fond, peu à peu, ce que dit la médecine de soi est plus important que ce que l'on perçoit, et que ce que l'on perçoit est suffisamment tardif, théoriquement, pour qu'on demande à la médecine de prévenir, d'être un peu divinatoire. La médecine n'est donc plus, ou de moins en moins, à l'origine de la prescription. Elle est sommée. Elle est sommée de répondre oui à toute demande exponentielle. Au nom, justement, de ce principe de précaution, au nom de la santé, au nom surtout de la gratuité. Il y a bien un payeur. Mais ce payeur, il est totalement abstrait, l'assurance maladie, les mutuelles. D'ailleurs, le coût, il n'y a pas une personne qui sait quel est le coût des produits, des IRM, des médicaments qu'il prend. Ce coût en est soigneusement caché parce qu'il ne faudrait surtout pas que l'argent vienne interférer dans cette mise à disposition des produits de santé. Cette pression du oui à toute demande place alors, et c'est le thème de ce soir, la médecine en position de résistance, de dire non. Dire non à la désinvolture, dire non à l'usage privé du principe de précaution sans cesse invoqué, dire non à la curiosité inlassable que suscite l'expertise du fonctionnement de notre corps, savoir si, entre le matin et le soir, la météo de notre corps a changé, et à l'offre sans cesse élargie de produits ou d'examens proposés par le marché. C'est pas indifférent que les grandes, comme Apple, comme Google, comme Facebook, comme les grandes, investissent de façon absolument majeure, car ils savent que l'addiction, non pas seulement à l'iPhone ou à l'iPad, mais l'addiction à la connaissance de son corps par médias interposés par ces médias sociaux, ils sont à l'affût. Au fond, ils vont créer cette nouvelle addiction qui est en train de survenir. Dire non à la demande d'IRM du jogger qui a un peu mal au genou et qui dit je voudrais savoir parce que la radio ne dit rien. Effectivement, l'IRM donnera plus d'informations sur les tendons. Dire non à la demande d'échographie de quelqu'un qui a mal au ventre et le médecin dit éventuellement je vous verrai quand vous aurez fait votre échographie. Dire non à cette femme qui, parce qu'elle a les jambes lourdes en fin d'après-midi, dit « je voudrais bien avoir un Doppler ». Dire non à ce migraineux, depuis toujours, qui est soudain inquiet parce que son ami a une tumeur cérébrale, dit « mais au fond, on ne m'a pas fait de scanner, est-ce que peut-être ma migraine est due à une tumeur cérébrale ?» Dire non à la radiographie des vertèbres cervicales d'une personne qui a des vertiges, un petit peu âgée, et dont la voisine lui a dit « c'est peut-être ton arthrose cervicale comme moi ». C'est peut-être dire non à l'IRM de la personne âgée qui a une colonne vertébrale arthrosique, comme je l'ai vu avant-hier à 92 ans. Faites une IRM pour que cette arthrose vertébrale soit connue dans tous ses détails. Dire non à l'échographie thyroïdienne d'une personne qui a un petit nodule thyroïdien depuis 20 ans,
et dont on dit qu'il faut la surveiller chaque année dans une inefficacité et inutilité totale. Dire non à celui parce qu'il est breton, dit en Bretagne, l'hémochromatose et la mucoviscidose sont plus fréquentes, peut-être 1 sur 30, 1 sur 29 au lieu de 1 sur 32. Est-ce que vous pourriez pas me chercher un gène de l'hémochromatose, un gène de la mucoviscidose, ça coûtera 50, 100, 200 euros. Comment voulez-vous que, au fond, ces demandes de la société ne finissent pas par assiéger la médecine? Le progrès médical, en effet, ouvre de telles possibilités que le demandeur ne comprend pas le refus du médecin, comme j'ai pu l'entendre quelquefois, mais pourquoi me refusez-vous? C'est pas vous qui payez. Le oui peut même apparaître comme, et c'est très étrange, comme une apparence de compétence. Mon médecin à moi, il m'a demandé une IRM, témoignant ainsi de l'attention particulière qu'il m'a portée. Ce courage de résister, de dire non à la demande injustifiée, qui peut certes, et c'est le paradoxe, se révéler par hasard, secondairement utile, parce que on peut par hasard faire une échographie à tout le monde le lundi matin, et puis trouver, une fois sur 4000, un petit cancer du rein, qui effectivement guérira parce que par hasard. Mais combien de fois on va découvrir ce que la médecine appelle des incidentalomes, c'est-à-dire des choses dont on ne sait pas quoi faire, et donc qui vont susciter quelquefois des biopsies, des interventions, sont des images, mais vivre avec une image anormale est peu compatible avec la sérénité. Et donc, si par hasard, cette personne qui aura eu un cancer du rein et qui, 5 ans avant, a dit « mais j'aurais voulu qu'à l'occasion de cette flatulence abdominale, vous m'ayez fait une échographie », vous avez refusé, docteur. Et c'est à cause de votre refus que maintenant mon cancer du rein est devenu extrêmement grave. Dire oui pour un médecin, ça prend 10 secondes. C'est d'ailleurs, au fond, ces 10 secondes, c'est un petit peu quelquefois le prix très modeste du discernement du médecin, alors que les Américains sont en train de revenir en arrière en pensant que la première consultation est une consultation extrêmement coûteuse, car elle doit prendre 1 heure à 1 heure et demie pour identifier la personne qui est devant lui ou devant elle. Dire non, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ce non, pour ne pas apparaître comme un nom colérique, un nom agressif, un nom prétentieux, un nom de savant, un nom de sachant, doit être argumenté en soulignant que la médecine n'est pas une science divinatoire, mais qu'elle est une activité de discernement responsable dans le cadre d'institutions justes. Mon maître Paul Ricoeur disait « soignez l'autre, pour l'autre, au sein, avec l'autre, au sein d'institutions justes ». Ce qu'on oublie en France. Il y a bien un payeur, c'est nous, dans notre ensemble. C'est-à-dire, dans le cas d'institutions justes, c'est-à-dire qui protègent l'équilibre commun, et non un droit de tirage infini de chacun de ses membres, au détriment des plus vulnérables. Le paradoxe français, c'est que ce sont les gens les plus cultivés, les plus aisés socialement, qui tirent le plus, parce qu'ils sont savants, et eux qui ont les amis médecins, les amis scientifiques, et ce sont eux qui vont peser, alors que les personnes les plus vulnérables et sans domicile ne vont jamais demander des examens dont ils ignorent tout. Et le paradoxe, c'est que l'inégalité sociale est à ce moment-là absolument criante. Une médecine qui est devenue, et c'est très étrange, depuis 20 ans, Jean-Noël Ropion parlait d'usagers, de paniers de soins, c'est devenu un bien de consommation gratuit, à financement collectif, sans limite de demande. Mais cette situation met à terre toute économie digne de ce nom. Il y a confusion totale entre le droit d'accès aux services de santé, droit d'accès à avoir un médecin le plus rapidement possible lorsqu'on est malade ou inquiet, et consommation en son nom de produits issus d'un marché qui joue sur cette ambivalence permanente entre santé, précaution et service rendu. Mais la médecine elle-même est d'autant moins habituée à dire non que l'université n'y prête guère l'attention. J'ai rarement vu, ou quasiment jamais, dans un cours, et moi-même, je me mets dans la même responsabilité. Je n'ai jamais fait un cours de ma vie
sur dire non. C'est la première fois que je le dis ce soir, dans ma liberté. Mais je me regrette, au fond, de ne pas avoir enseigné les étudiants sur ce thème. Parce que la médecine est une activité concurrentielle, où le non n'est jamais récompensé, mais il est mis au pilori par les juges, très indifférents a posteriori à l'aspect économique. Le cancer du rein dont je vous parlais tout à l'heure, la personne qui déposera plainte parce qu'on leur a refusé une échographie qui n'avait pas de sens à ce moment-là, qui se plaindra de la non-découverte de son cancer du rein. Mais l'argent n'a jamais été une question de justice distributive pour un plaignant qui exige son droit à réparation devant un examen jugé trop tardif. La justice, elle n'est pas celle de la temporalité, d'être à temps, ni celle du discernement, elle est celle du résultat, de ce qu'elle peut juger alors, secondairement, a posteriori, comme un manque de prudence. Dire oui n'a donc que les avantages. Tant pis pour les dépenses de santé, qui creusent le trou de l'assurance maladie, qui fait l'objet des chansonniers dont tout le monde se moque, même si depuis les années 90, on a accumulé entre 200 et 300 milliards de dettes que nos enfants, nos petits-enfants paieront. Mais ils les paieront au moment où, justement, leur accès à la santé sera rendu extrêmement difficile par notre désinvolture, par notre indifférence culturelle. Et je crois que dire non, c'est pas un paradoxe, mais je dis que dire non a pour avantage majeur celui d'être respecté. Pour un médecin qui dit non, il est respecté. Pas il dit non parce que je suis pressé, il dit non parce qu'il a écouté. Un médecin qui dit toujours oui à toute demande, quelle qu'elle soit, pour se débarrasser, il n'a pas le temps, à toute demande d'examen, de traitement ou d'arrêt de travail, devient un guichet d'enregistrement. En revanche, un médecin qui dit non, en son âme et conscience, il assume son métier d'expert délégué par la société, reconnu compétent, expliquant son nom à la personne, pas forcément très longtemps, mais je pense que votre examen n'est pas nécessaire, que ce traitement n'est pas nécessaire. Il renforce paradoxalement la confiance en lui, dans le médecin, car il sait plus que la personne, l'intérêt ou l'inutilité de cette demande, en y engageant sa responsabilité. Être médecin, c'est avant tout, comme beaucoup de métiers, un métier de responsabilité. Alors, elle est biaisée dans l'esprit de certaines personnes ou de certains juges, parce que c'est une responsabilité de moyens, c'est pas la responsabilité de maintenir en vie. La mort fait partie de la vie. Il n'y a donc pas de droit à la bonne santé. Et d'ailleurs, si je n'ai pas le propos de ce soir, mais j'ai été très frappé de voir la sagesse de la Commission européenne des droits de l'homme, qui, sur un sujet concernant Vincent Lambert, a dit je n'ai pas d'avis en surplomb sur le droit à la vie, le droit à la mort. Je dis simplement que la France, vis-à-vis de Vincent Lambert, par son équipe médicale, par le Conseil d'État, a honoré les droits de l'homme en permettant que le débat existe et que dans la relative sérénité d'une décision, celle-ci aurait pu être accomplie, mais que pour d'autres raisons, elle ne l'a pas été. Mais la Commission ne dit pas « je suis pour l'euthanasie » ou pour le maintien, ce n'est pas sa fonction. Les droits de l'homme, c'est pas droit à la vie, droit à la mort, c'est simplement que tout être humain a le droit d'être respecté dans sa capacité d'être aidé sur le plan diagnostique, thérapeutique. Le problème de la vie ou de la mort en tant que tel est une question quelquefois un petit peu impossible. Responsabilité de dire non quelquefois à une demande réitérée d'un médicament pour dormir. C'est lassant de s'opposer parce que on a l'impression d'être un juge de paix et pourtant on aidera probablement cette personne à s'en sortir. S'opposer à un médicament au début d'été pour remplir son armoire à pharmacie avant de partir au bord de la mer ou à la montagne. Se conformer au marketing du marché pharmaceutique par médias interposés
qui savent très très bien que au mois de juin, demandez à votre médecin des vitamines A, B, B1, B6, B9, C, D, E, parce qu'on leur a démontré que, au fond, cela vous rendra service à votre bien-être. Quel marché extraordinaire, et qu'on voit très très bien comment c'est le marché du futur, beaucoup plus important que le marché automobile ou le marché immobilier. Ce marché que celui d'une demande qui rencontre sans limite une réponse satisfaisante, gratuite, dont la visée simpliste est celle du maintien ou de l'acquisition, non pas seulement d'une bonne santé, mais du bien-être. La santé, c'est du passé. On dit toujours qu'au fond, la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais le bien-être, je vois apparaître dans les prochaines années le marché de l'anti-addiction, c'est-à-dire des médicaments qui vont permettre de boire sans être ivre, de fumer sans avoir de cancer du poumon, de prendre un peu de cannabis sans être un peu éthéré, parce que je vois très très bien comment on identifie les molécules qui dans le cerveau sont celles qui favorisent l'addiction, et je pense que ça va être un marché illimité. Oui, mais direz-vous, avec votre discours, grâce à cette satisfaction, quand même, vous avez oublié, la vie, elle s'allonge, sans cesse. Quand j'étais étudiant, là, on mourait à 70, 80, maintenant 90, une marathonienne a gagné ou a fait un marathon en 7 heures à 102 ans. Les cancers sont dépistés plus tôt. Les pneumonies et les fractures du col ne tuent plus, alors que c'était la façon la plus habituelle pour une personne dite âgée de mourir. La pneumonie, avant les antibiotiques, c'était l'arrêt de mort. Se casser la hanche, c'était l'arrêt de mort, non pas parce qu'on se fracturait la hanche, mais parce qu'on était allongé dans le lit et qu'on mourait de complications de cet alitement. Est-on si sûr que les changements de notre vie, de notre hygiène de vie, de notre environnement quotidien n'y ont pas plus que la médecine une place centrale? Certes, quels sont les facteurs qui ont réellement, avec cette demande sans fin, ont concouru à l'allongement et à l'amélioration de la durée de vie? J'en vois 3. Les antibiotiques, mais depuis 20 ans, pas un seul nouvel antibiotique. Les traitements de l'hypertension, depuis 20 ans, pas un nouveau traitement antihypertenseur. Et les prothèses de hanche, perfectionnées sans cesse. C'est ça qui a fait que la vie s'allonge. C'est pas le traitement de telle ou telle maladie rare. Je n'entre pas dans le débat du dépistage. Je pense qu'il y a des dépistages extraordinairement utiles, comme par exemple le cancer du côlon, qui fait que on peut très très bien imaginer qu'à l'échelle de 2030 ou 2040, il n'y ait plus de cancer du côlon, parce qu'il faut 10 ans pour faire un cancer du côlon, et qu'on peut le dépister, et que probablement cela est une excellente chose. Mais il reste tout de même très étrange qu'il n'existe aucune preuve scientifique. Il y a toutes les preuves scientifiques contre, par exemple, le dépistage du cancer de la prostate. En 1990, les urologues m'avaient demandé de présider une conférence de consensus, comme on dit, c'est-à-dire une conférence qui rassemble tous les scientifiques. Est-ce qu'il est utile de dépister le cancer de la prostate? Après un travail énorme, plusieurs jours, des nuits entières, la réponse était non. 1990, il y a 25 ans. 310 millions d'euros dépensés depuis 25 ans. Ça ne sert à rien. Et pourtant, on continue, parce que c'est un dépistage qui est réputé comme porteur de bienveillance. Il a eu quand même un problème, c'est qu'il a dépisté des petits cancers, car quand on fait une biopsie, on découvre un petit cancer, et probablement ce petit cancer n'aurait jamais évolué. Le problème, c'est qu'on n'a pas les critères pour savoir s'il n'aurait pas évolué. Mais comme on va les opérer de plus en plus, il va y avoir des complications. Et donc, en même temps, ce dépistage a concouru à entraîner des troubles fonctionnels non négligeables. Donc, je ne parlerai pas du dépistage du cancer du sein. Je crois qu'il est utile, et en même temps, il y a beaucoup d'œuvres, travaux qui montrent qu'il y aurait un travail qui serait à faire très simplement, mais qui est refusé.
c'est de comparer les 51% de femmes qui ne font pas de dépistage mammographique et les 49% de femmes qui font le dépistage mammographique, si, à l'échelle de 5 ou 10 ans, elles ont eu des cancers plus graves, plus sérieux. Est-ce qu'il y a une perte de chance? Peut-être, je n'en suis pas absolument sûr. Le problème, c'est que si on commence à se poser la question, c'est comme si on posait une question d'une insolence totale vis-à-vis des femmes. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas une femme, et par conséquent, la mammographie est un acquis qu'on ne va tout de même pas remettre en question avec votre discours qui n'est pas fondé sur une expertise réelle. Un dépistage coûteux et inutile, et nous sommes le pays du dépistage, la France est le pays du dépistage. Dépistage pendant la grossesse, dépistage à la naissance, dépistage à l'adolescence, dépistage à tous les âges de la vie. Ce dépistage n'a pénalisé, au fond, un seul acteur, la richesse nationale. Parce que un dépistage refusé place le médecin au rang des incompétents. Vous n'êtes pas compétent puisque vous n'utilisez pas la science. Vous n'utilisez pas les temps nouveaux de la médecine. Et le maître mot de la prévention en France, c'est le dépistage. Ce n'est pas la prudence dans les comportements. On le voit très bien d'ailleurs sur les frilosités. Bon, la sécurité routière a fait des efforts énormes, mais avec des pénalités. Si vous ne mettez pas votre ceinture, vous perdez des points. Et donc, il y a moins de morts. Est-ce que fumer pourrait aboutir à ce qu'il y ait des pénalisations? Je n'en sais rien, que la liberté individuelle en France est enracinée dans une sorte de « je fais ce que je veux ». Simplement, c'est que maintenant, les gens qui se disent « oui, mais je n'ai pas envie d'avoir un cancer du poumon, je préférerais, si j'en ai un, avoir un cancer du poumon le plus tôt, dire à son médecin « faites-moi un scanner tous les ans, comme ça je saurais si j'ai un petit cancer, je serai opéré et je guérirai ». C'est une prévention par le dépistage à un prix exorbitant. On voit très bien d'ailleurs pour l'amiante. La prévention contre l'amiante est un scandale en France. Scandale absolu. La France a été le dernier pays d'Europe, et peut-être du monde, à avoir pris conscience du drame qu'ont subi les travailleurs de l'amiante et qui ont eu des mésothélios. Mais la façon dont on redresse cette espèce de culpabilité a posteriori, c'est de dire on va faire des scanners tous les ans aux gens exposés à l'amiante pour que si jamais ils aient quelque chose, on puisse intervenir. Comme si, au fond, la prévention qui ne coûtait pas grand-chose va être transférée sur des images toujours extrêmement coûteuses. Car le oui, c'est au fond le mot le plus tentant au monde. Et la médecine dit oui, c'est ça, c'est son éthique de dire oui à l'accueil de la souffrance. Mais ce oui, en l'interrogeant plus profondément, je vais vous donner 2 exemples, moi qui m'ont... L'un m'a bouleversé et l'autre m'a étonné. Le premier, c'est qu'il a fallu que j'attende 60 ans de mon âge pour découvrir que les sourds de naissance ne comprennent pas les mots qu'ils lisent. Car nous, probablement entendant dans cette salle, quand nous lisons un texte, nous entendons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit un livre est très bien écrit, parce que les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est la musique des mots qui apparaît. Et quand nous lisons, nous ne lisons pas simplement avec nos yeux, nous lisons avec nos oreilles. Et quand un sourd de naissance n'a pas la capacité d'entendre les mots sont des hiéroglyphes. Et ma surprise venait de ce que je ne comprenais pas. Pourquoi, m'intéressant aux personnes atteintes de surdité, et qui répondaient abusivement oui à mes questions concernant est-ce que vous avez mal à droite? Oui. Est-ce que vous avez mal à gauche? Oui. Est-ce que vous avez mal depuis très longtemps? Oui. Et que je trouvais quelquefois que ces réponses étaient tellement évasives ou contradictoires les unes avec les autres que, au fond, je finissais par renoncer. Personne ne m'avait enseigné.
c'est quand même extraordinaire. Dans une faculté de médecine, personne ne m'avait enseigné qu'un sourd de naissance lit mal le papier qu'on lui tend. Si le sourd répond non, ce qui est très rare. Pourquoi c'est très rare? Parce qu'il s'expose alors à une série de questions, vous dites non, mais pourquoi? Et comme il ne comprendra pas la deuxième question, il va être embarrassé, le faire apparaître comme un demeuré, ce qui a d'ailleurs été le cas en France. Il a fallu 1995, la fin du XXe siècle, pour que la langue des signes issue de la Révolution française soit acceptée dans l'éducation nationale. Autrement dit, le sourd, c'est un handicapé, et peut-être même un handicapé mental. Et le oui des sourds, qui est un oui de faiblesse, ça maintient leur convivialité. Le non, ça les met en une situation d'incompréhension, d'inquiétude. Et j'intervenais il y a quelques jours à une conférence où je disais que la médecine, elle a été sourde aux sourds, alors que probablement la culture, l'œil, la capacité de toucher, la capacité d'intelligence du sourd est infiniment supérieure à un entendant qui joue sur ses sens multiples pour ne pas, au fond, qui va privilégier la complémentarité, alors que les sourds vont développer des capacités qui sont cachées dans ceux qui entendent bien. L'autre exemple, et le dernier, c'est celui qui m'irrite parce que je n'arrive pas à faire changer les choses. C'est celui au fond, du totem éthique par excellence, qui est le oui du consentement libre et éclairé. Vous savez que Nuremberg, 1945, on a considéré que le drame des personnes exterminées par les nazis, objet d'investigation médicale cruelle, avait obligé la société à dire qu'on ne pourrait plus mettre la médecine en situation de pouvoir sur un malade, mais qu'il fallait que ce malade consente de façon libre et éclairée à la recherche, aux soins qu'on lui propose. Et demander, au fond, 70 ans après, à un malade de consentir à un traitement ou une opération, souvent d'ailleurs extraordinairement inquiétant. Vous êtes sur la table d'opération, est-ce que vous signez le fait qu'on va vous opérer de la carotide et vous pouvez vous retrouver hémiplégique, est plutôt de l'ordre du respect de la loi. Le oui est donc porteur d'évidence. Oui, il faut que vous signiez, ne perdez pas de temps, c'est la loi qui le demande. Car le non expose le malade alors à une incompréhension du médecin qui est heurté dans sa volonté de bienfaisance et de l'intérêt du malade. Il peut même juger le non du malade dont il s'occupe comme agressif. Vous n'avez pas confiance en moi. Êtes-vous sûr que vous avez bien compris ce dont je vous parle? Ainsi, peu à peu, le consentement est devenu une sorte d'outil qu'on appelle médico-légal, c'est-à-dire d'adaptation à la loi. Un oui pour la justice, pour s'il y a un problème, la personne, elle a bien dit oui, elle a consenti. Cette asymétrie entre le oui et le non, un oui évident, facile, et un non complexe, un non dont il faut se saisir, mesure tellement la difficulté de dire non. Pourquoi, docteur, dites-vous non à l'examen que je vous demande? Vous, comme je l'ai eu il y a 3 mois, où dans une instance, je trouvais excessif le recours illimité à une thérapeutique qui coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros, et une personne, une association disant « avec vous, on peut crever », avec cette violence, que mon mal s'aggrave, que je ne ferme pas l'œil de la nuit. Et la prévention alors, vous vous en fichez, j'irai voir un de vos confrères ou une de vos consoeurs. Quand le médecin se heurte aux conséquences de son non, dans une société d'usagers de santé, c'est-à-dire de consommation, il mesure alors l'abîme qui s'offre à lui, alors que le non, et je terminerai ici, offre un véritable espace de discussion pour expliquer le refus. Parce que le non est en étroit lien
avec la relation de confiance. Le médecin n'a pas forcément toujours à se justifier, à être coupable, parce que le non, c'est extraordinairement sécurisant. Donc, docteur, je n'ai pas besoin de cet examen, je n'ai pas besoin de ce médicament. Je vais donc aller bien, sans ce traitement, ni cette radio, car vous ne m'exposeriez pas à un tel risque. C'est donc de la gratitude que certains malades expriment quand un médecin dit non, et pas forcément de reconnaissance quand il dit oui. Le paradoxe final, c'est que la médecine soigne plus par son non, N-O-N, que par son oui. De la même façon, le non du malade, opposé à une demande de consentement, de façon plus fréquente, si elle était plus fréquente, je ne sais pas, 20, 30, 40%, obligerait la médecine à augmenter son argument suffisamment, de façon plus élaborée, pour qu'un non possible lui donne sa véritable valeur. Le oui, dans toute société, on dit oui à la personne qu'on aime. C'est une parole d'échange, c'est un engagement d'ouverture à l'autre, une promesse. Or, ici en médecine, le oui peut perdre sa valeur au profit du non. Et c'est tout le paradoxe. Cela passe par une minimisation extraordinairement croissante, parce que la médecine est entre le marteau et l'enclume, avec des directives qui arrivent de tous les côtés sur le plan économique, juridique, social. C'est tellement important pour que chacune des parties, médecins et les personnes malades ou futures malades, puissent exprimer loyalement un consentement libre et éclairé au sein d'un échange loyal, pour savoir oser, l'un comme l'autre, savoir dire non. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sicard, merci infiniment. Je ne sais pas si Léa veut revenir. Ah, mais je vois même qu'elle court. Elle court. Je vais me permettre en attendant, Léa, d'abord de vous remercier vraiment à nouveau chaleureusement, parce que j'ai vécu 36 ans de solitude, de grands moments de solitude, et ce soir, ce moment de solitude est brisé. Parce que tout ce que porte le professeur Didier Sicard, lorsqu'un obscur médecin généraliste du fin fond de la France le porte lui-même, mais qui n'a pas la légitimité pour le dire, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir d'entendre énoncer ce genre de vérité dès lors qu'elle porte sur un exercice partagé et vécu avec passion. Et tout ce que vient de dire M. Sicard porte sens. Alors j'imagine vraisemblablement que ça peut également provoquer chez un certain nombre d'entre vous du questionnement ou du mécontentement. Mais si vous me l'accordez, M. Sicard, je voudrais dire ceci. Premièrement, la médecine a changé. La formation des médecins a changé. Dans les universités, les médecins font exactement ce que font les scientifiques en ce moment, et ce n'est certainement pas Étienne Klein qui me contredira, c'est-à-dire qu'ils passent leurs examens avec des QCM. Et le QCM, c'est où on sait et on coche, mais des fois, même si on ne sait pas, on coche et on a bon ou mauvais. Mais ça n'amène pas à véritablement la prise en compte de la question, le positionnement par rapport à la question et la réponse. Donc ça, c'est le problème de ces nouvelles générations de médecins qui ne sont pas autrement responsables que parce qu'ils ont un enseignement qui, de mon point de vue, n'est plus vraiment au service profond de la médecine et donc du patient, mais, me semble-t-il, aux ordres d'une politique économique